Hélène Balazar pour venir nous présenter les London Citizens. Les deux interventions elles visent à présenter comment les citoyens justement s'organisent à l'étranger, notamment à Londres, avec une dynamique enclenchée directement par la population, une dynamique ascendante pour faire valoir les droits des populations à Londres. Alors, pour présenter rapidement, même si je vais revenir dessus sur toutes les facettes de London Citizens, c'est une organisation qui allie à l'heure actuelle plus de 250 membres qui sont des groupes membres, donc ce n'est pas des individus, ce sont des groupes de la société civile, donc des associations constituées, des groupes plus informels, des institutions culturelles notamment, des institutions scolaires également. Et donc le but, c'est, il y a des salariés de London Citizens qui sont les organisateurs, et c'est parce que voilà, on en parlait précédemment, les citoyens ne s'organisent pas forcément spontanément du fait de, ne serait-ce que la division du travail social, où voilà, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à l'organisation de la vie en société, s'intéresser à la politique et de s'investir dedans, la politique au sens vraiment large du terme, parce qu'on est pris par d'autres occupations, contraintes. Donc là, il y a des organisateurs qui vont être là pour catalyser un peu l'action collective et aller vers les différents citoyens, habitants, et essayer de voir sur quel sujet ils seraient prêts à se mobiliser pour après mettre en relation les citoyens qui ont envie de se mobiliser sur un même sujet, et après les aider à s'organiser pour effectivement faire un diagnostic, des propositions, parce que voilà, on en parlait aussi précédemment, le but n'est pas d'être dans une revendication, mais d'être dans une force de proposition issue de la société civile pour ensuite aller interpeller les décideurs qui peuvent mettre en place les propositions imaginées par ces citoyens. Voilà, donc je dirais que cette forme d'organisation, elle répond à trois défis qui se posent dans nos sociétés démocratiques et que posent notamment trois défis de la participation citoyenne. C'est le fait de développer le pouvoir des plus démunis, parce que London Citizens essaye d'aller vers les personnes les plus démunies, les plus éloignées de la politique. Sur le premier point, c'est d'essayer de développer le pouvoir de ceux qui en ont le moins. Donc ils vont essayer de chercher les personnes qui sont le plus éloignées de la politique, comme je l'ai dit. Alors comment ils font ça? Alors, par exemple, les personnes parmi les plus éloignées de la politique, de la participation politique, c'est notamment les personnes d'origine étrangère, ou même, voire même étrangères. Les personnes d'origine étrangère, ou même, voire même étrangères, qui ont par exemple pas le droit de vote, donc elles sont par définition éloignées de la politique. Donc le but, c'est notamment d'aller chercher ces personnes-là via des associations communautaires de personnes venant de tel ou tel pays. Développer le pouvoir des plus démunis, c'est un peu dans la logique les inégalités économiques se traduisent en une inégalité politique, et vice-versa. Alors notamment un exemple très concret, c'est le lobbying, le rôle du lobbying en démocratie. Alors les Anglais sont très pragmatiques et reconnaissent le fait que la démocratie, c'est notamment le fait qu'il y ait des lobbies constitués qui vont faire pression sur les décideurs pour que leurs intérêts du coup plus particuliers de ces lobbies soient pris en compte. Donc il y a notamment beaucoup de lobbies économiques, voilà, de corporations, même des lobbies au sein de grandes entreprises où leur but c'est de développer leur activité, qui vont faire pression auprès des décideurs. Mais il y a aussi une plus grande culture du lobby, on va dire, citoyen, des associations de plaidoyer, on appelle ça advocacy en anglais. En France, on est un peu plus dans l'idéal de l'intérêt général, où il ne devrait pas exister ce type de lobby. Or, ils existent, ils ne sont pas très visibles malheureusement, mais ils existent très fortement, notamment les députés, les sénateurs
reçoivent toutes les semaines des piles comme ça d'invitations au restaurant ou à des voyages de la part de grandes entreprises. Enfin voilà, sont très en lien même directement avec les lobbyistes de ces entreprises au sein des couloirs des parlements et du Parlement et du Sénat. Vous connaissez sûrement, on en parle souvent. Alors, aussi, c'est dans les institutions européennes où là, c'est vraiment beaucoup plus connu et visible. Je crois que c'est 20 000 personnes à Bruxelles qui travaillent pour des grandes entreprises en tant que lobbyistes. Donc ça existe même en France. Le problème, c'est qu'on ne le reconnaît pas et du coup, c'est le citoyen qui est lésé. Enfin, c'est notamment les personnes qui n'ont pas le pouvoir économique de s'organiser pour faire pression sur les décideurs. Donc l'idée, c'est un peu de développer des formes de lobbying citoyen, de force d'interpellation de la part du citoyen pour rééquilibrer un peu cette inégalité politique. Un deuxième défi, c'est le fait de mettre les relations humaines et le pouvoir au cœur de la politique. Pareil, en France, on a pensé un idéal de société où les individus étaient atomisés pour justement pouvoir, c'est le contrat social, l'idéal qui a essayé de voir le jour lors de la Révolution française, c'était des individus qui sont atomisés, où il n'y a pas de corps intermédiaire pour faire un peu parasite entre l'individu et l'État. Et du coup, on a, dans cette... même si après on a réautorisé le fait de s'associer en 1901 par exemple, on est revenu un peu en arrière par rapport à ça. L'idéal à la base, c'était un peu comme pour les lobbying, c'était de dire qu'il ne faut pas parasiter la formation de l'intérêt général avec des intérêts particuliers qui se constitueraient via des associations. Au final, on est revenu en arrière de cet idéal parce que ça ne correspondait pas à la pratique, c'était pas pragmatique. Dans les faits, on est des êtres sociaux, on interagit avec ses semblables, avec ses voisins, on interagit. Il faut aussi, du coup, le prendre en compte dans la politique. La politique, c'est le fait d'organiser la vie en société. Du coup, il y a quand même une grande partie qui tourne autour on appelle ça le vivre ensemble des fois, mais c'est quelque chose d'un peu bête à dire, mais la convivialité, le fait de se rendre compte qu'on a envie de s'organiser ensemble, ça passe souvent par justement remettre les relations, le fait de rencontrer des personnes, le fait d'aller à des réunions, on n'est pas juste tout seul, on sait qu'on va retrouver des personnes qu'on connaît, de remettre un peu de convivialité dans les instances politiques. Bon, si je peux, les relations humaines, c'est mis au cœur de toute l'activité de London Citizens, même si je vais revenir dessus, notamment à travers toutes les réunions qu'ils organisent, toutes les assemblées. Il y a toujours un temps qui est prévu pour l'échange, la convivialité, le fait d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y aura toujours un moment, une pause où on va dire bon ben là, il y a 20 minutes, vous allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous échangez. Il y a toujours plusieurs moments de convivialité qui sont pensés pour aller vers les autres. Voilà, il y a vraiment un fort accent qui est mis sur les relations humaines. Le troisième défi, c'est comment partager clairement et justement les responsabilités. On parle de co-construction, de co-responsabilité. Là, c'était la responsabilité des services de l'État, maintenant la collectivité locale, maintenant c'est celle des citoyens. Justement, mettre à plat qui est responsable de quoi, se mettre d'accord, pas que chacun se renvoie la balle. Et donc ça, c'est assez crucial en ces temps où on parle de plus en plus d'empowerment. Il faut donner le pouvoir aux citoyens. Oui, mais alors le pouvoir de quoi? Est-ce que ça sert à les politiques néolibérales de désengagement de l'État l'État se lave les mains ou les collectivités publiques en disant mais non, c'est le citoyen qui doit mettre en place telle et telle solution à ces problèmes-là? Ou est-ce que c'est plutôt dans une optique démocratique, donner la voix au chapitre à tout le monde, mais au final
il y a quand même une instance publique qui doit rendre compte aux citoyens. Enfin, bref, qui est responsable? Est-ce que c'est l'habitant qui doit rendre compte il a bien fait son travail aux institutions, ou est-ce que c'est les institutions qui doivent rendre compte aux citoyens? Bon, voilà, cette question de responsabilité, elle est pas claire, parce que la notion d'empowerment, elle est associée à la notion de responsabilisation, notamment, et qu'est-ce qu'on entend par responsabilisation, quel projet politique il y a derrière, et l'empowerment apparaît un peu sur la scène française avec des différentes idéologies derrière, et c'est bien de les avoir en tête pour analyser différentes politiques qui peuvent être mises en place. Il y a très peu de collectivités locales, ou en tout cas elles ont très peu de pouvoir en Angleterre, et de moins en moins surtout d'argent. L'idée, c'est d'inciter les citoyens à se regrouper pour faire eux-mêmes de la planification urbaine. On peut voir derrière un idéal démocratique très sympa, et d'ailleurs il y a des expériences qui sont assez des bons exemples dans ce domaine-là, mais dans d'autres cas, voilà, il y a au final, si les citoyens ne s'organisent pas spontanément, ou alors il va y avoir juste une petite frange d'habitants qui n'est pas du tout représentative, qui va décider à la place des autres sans contrôle démocratique. Enfin bon, voilà. Ça pose ces questions-là. Donc là, je reviens juste sur le modèle du Community Land Trust, comment ça fonctionne. C'est qu'au lieu de payer en fonction de ses moyens financiers, on paye en fonction... On paye en fonction de ses moyens financiers, mais on a le logement en fonction de la taille de son foyer. Donc on sort totalement du marché de l'immobilier classique. Et d'ailleurs, on achète du coup des parts du trust en fonction de ses moyens financiers. On accède à un logement de la taille dont on a besoin. Et ensuite, si on reste dans ce logement, ça peut évoluer en fonction de l'évolution de son foyer, on peut changer. Et puis il y a également les parts, on peut en racheter ou en revendre en fonction de l'évolution de ses moyens financiers. Et ensuite, quand on s'en va du trust, on revend toutes ces parts quand on déménage. Et cette fois, on les revend juste avec l'inflation. C'est totalement décorrélé du marché de l'immobilier, et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça reste abordable ad vitam. Voilà. Et bref, ils étaient très intéressés par ce modèle. Ils ont demandé au maire de Londres de le construire, d'essayer de le mettre en place. Et le maire, en 2004, qui a été réélu, c'était Kelly Mixon à l'époque, a dit « Ok, c'est parti ». Sauf que ça met du temps, parce qu'il fallait notamment l'inscrire dans les documents de planification. Donc c'est là que London Citizens jouait en partenariat avec des organisations qui essayaient, elles, de faire en sorte que ça rentre aussi dans les documents, dans les types de logements qui pouvaient être construits. Donc ça prend du temps, tout ça. Mais le maire de Londres, il est élu pour 4 ans. Et donc là, on arrive en 2007 et on ne voyait pas du tout ce qu'il en était. On ne voyait pas si ça avait avancé. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il n'y avait pas de terrain qui avait été choisi pour être les premiers, le lieu de la construction des premiers Community Land Trust. Donc London Citizens avait envie d'en savoir un peu plus, de remettre un peu la pression sur le maire pour être sûr que sa promesse allait être tenue. Donc le but, on a organisé toute une campagne. Le but, c'était de mobiliser des personnes intéressées pour déménager dans ces Community Land Trust, donc des familles pas du tout militantes, des personnes qui sont membres de London Citizens, mais qui ne sont pas forcément habituées à des actions collectives assez non violentes, certes, mais quand même qui engagent beaucoup. Et là, le but, c'était d'établir un campement de 60 tentes sur le petit square qui est juste en bas de la mairie de Londres. Donc il y a eu tout un travail de mobilisation de ces familles-là, ces familles aussi qui s'appropriaient ce projet-là grâce à ce travail. Et une semaine avant, on a quand même voulu avertir la mairie du fait qu'il y allait avoir une action collective, vu qu'on était déçus que rien n'était mis en place depuis la promesse 3 ans auparavant. Et là, l'idée, c'était de remettre les mêmes revendications, un peu mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances sur ce sujet-là, et même un peu plus haut que ce qui était voulu initialement. Donc ça, c'était dans la stratégie de négociation, pour être sûr de quand même faire l'action, en fait.
Et là, à la surprise générale, le maire de Londres dit OK à toutes les revendications et puis commence à montrer, à dire voilà, on réfléchit à des sites qui pourraient vous être donnés pour faire ça, voilà où on en est, enfin voilà, qui répond assez précisément à tous les points. Donc là, on était 3 jours avant l'action. Moi, j'étais bénévole là-bas depuis 5 mois ou 4 mois. J'avais pas encore tout bien compris de ce qu'était le community organizing. Je m'étais dit, ah bah super, c'est génial, on a gagné, bon bah voilà, on fait pas l'action, du coup, on arrête là. Et donc là, le directeur de London Citizens, enfin, l'organisateur principal, dit ah mais non, il faut absolument pas qu'on arrête l'action là, on aurait tout raté, il faut qu'on la maintienne. Donc moi, j'avais pas bien compris, et depuis j'ai compris. En fait, c'est parce que effectivement, campagne, action collective, agir pour la justice sociale, c'est important, mais ça l'est tout aussi que ces 2 autres points, construire des relations, retisser la société civile et développer le pouvoir d'agir de tous, et notamment des plus démunis, l'éducation au leadership, ils appellent ça, étaient tout aussi importantes, et que ces temps d'action collective sont des moyens pour ces deux objectifs. Donc le but, c'est notamment, là, lors de cet événement, là, il y a une photo de cet événement, on va faire des moments de convivialité, il y a des personnes qui vont se rencontrer, qui vont se dire, ah oui, on est dans le même... on a les mêmes volontés, on a envie d'agir ensemble, et puis d'un côté, on fait aussi on se rencontre, on se fait des nouveaux amis, enfin bon, bref. 5 minutes. 5 minutes. Et du coup, voilà. Et sur l'éducation au leadership, c'est aussi des temps où les personnes qui n'avaient jamais agi, qui avaient jamais osé participer à un mouvement social ou à une action collective, quelle qu'elle soit, là se rendaient compte que si elles pouvaient, qu'en plus le fait d'agir, ça avait des conséquences. Il y avait des moments où tout le monde prenait la parole, donc on s'entraîne à prendre la parole en public. Il y a un petit groupe qui allait à un moment rencontrer le maire et son adjoint et le directeur des services de planification, et du coup pareil, il y a eu un moment d'échange, et du coup il y a toute l'éducation et le leadership au sein de London Citizens, il y a toute une gradation de ce qu'est la participation. Alors notamment au début, ça va être juste lors d'une réunion animer, regarder le temps, être gardien du temps, c'est un petit rôle qu'on peut donner aux participants qui jusque-là n'ont jamais trop pris de rôle. Après, ça peut être animer une réunion, une petite réunion chez soi avec juste 4-5 personnes. Après, ça peut être animer une réunion avec 10-15 personnes. Ensuite, ça peut être juste prendre la parole devant une assemblée de 50 personnes. Prendre la parole et interpeller les candidats à la mairie de Londres devant 2000 personnes. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils organisent avant toutes les élections municipales. Et donc là, ils l'ont organisé il y a fin avril, avant les dernières élections municipales, des assemblées où comme ça, ils font une campagne d'écoute avant pour soumettre des propositions aux candidats à la mairie de Londres. Donc voilà, il y a toute une gradation dans les types d'engagement et de compétences pour s'éduquer un peu au leadership, et donc aussi des compétences de négociation. Enfin voilà, il y a des formations régulières qui sont organisées pour les membres de London Citizens par London Citizens, gratuites à tous les membres. Donc voilà, cette petite anecdote pour vous montrer que ces 3 objectifs étaient aussi importants, et c'est ça qui fait, je pense, qui fait l'efficacité de cette organisation. Et alors dans la construction de relations, notamment dans l'efficacité en termes de mobilisation, c'est-à-dire qu'ils peuvent organiser un événement avec 6000 participants, comme lors de la dernière assemblée avant les élections, fin avril, il y avait 6000 participants, assez facilement, parce qu'ils ont construit des relations avec tout le monde. Là, en ce moment, il y a 30 employés. Avant, en 2007, il y en avait 10, 30 organisateurs. Dans leur fiche de poste, il y a écrit qu'ils doivent effectuer toutes les semaines au moins 15 entretiens individuels, qu'ils appellent one-to-one. Donc c'est ça aussi la construction de relations, c'est avec des personnes qu'ils connaissent déjà et avec des nouvelles personnes. C'est de rencontrer régulièrement et d'avoir des entretiens approfondis avec des personnes pour tisser des liens réciproques, de connaissances mutuelles, à la fois de leur intérêt personnel, de
idéaux, de leur motivation. Et ils encouragent les organisateurs, les personnes qui rencontrent, les membres, à faire de même et à devenir leader de l'organisation en faisant de même. Et ça, c'est aussi un moyen à la fois de voir quels sont les sujets sur lesquels on va pouvoir travailler, donc c'est au sein du processus démocratique interne assez important, mais aussi tisser des relations qui font que quand on va être invité à une réunion, on sait qu'on connaîtra plusieurs personnes, et donc on est plus enclin à y venir. Voilà.